Bonsoir Marine, bonsoir Barbara, bonsoir Christine, très plaisir, bonsoir Lydia, bonsoir Stéphanie, bonsoir Catherine, bonsoir Laurence. Ben voilà, vous êtes tous là, hein. Oh là là, je suis super contente. Je suis super contente de voir que vous êtes là. Jérémy, tu m'as pas oublié cette fois. Bonjour. Bonsoir Nicolas. Bon, et Christine, tu es là aussi, formidable, formidable. J'espère qu'Agnès est avec vous. Si elle n'est pas là, vous lui ferez un gros bisou de ma part. Voilà. Bon, ben impeccable. Nous sommes au complet. Je suis à l'heure. Elle est pas belle, la vie? Alors, on va pouvoir commencer. Et pour commencer, ben, je vais d'abord vous souhaiter une très, très belle année 2021. Je vous souhaite ben, plein de bonnes choses, surtout la santé pour profiter de tout le reste, mais de la légèreté, plein de projets, des contacts humains, enfin, et puis que tout ce qui nous plombe en ce moment puisse s'arrêter, qu'on retrouve une vie la plus normale possible. Voilà. J'espère aussi que tout ce que vous avez pu semer, apprendre, comprendre pendant 2020 va germer et apporter beaucoup de bien-être. Et puis j'espère qu'on aura d'ici la fin de l'année l'occasion de se voir en vrai, parce que sérieux, vous commencez à me manquer sérieusement. Stéphanie me demandait hier, mais pourquoi tu fais un Facebook Live? Mais tout bêtement parce que vous me manquez, parce que moi, ça m'a fait du bien d'être avec vous juste avant les fêtes, de sentir notre communauté de Panstro qui se regroupe et de savoir que vous êtes là et qu'on se tient chaud. Moi, je trouve ça très bien. Coucou Thomas, bonjour. Ravi que tu sois là. Et donc, j'avais aussi envie de partager avec vous un outil PNL que j'adore, que j'ai appris il y a fort, fort longtemps en tout début d'études, qui s'appelle l'objectif bien formé. Et l'objectif bien formé, c'est un outil qui est d'une précision incroyable pour rendre les objectifs qu'on se fixe immanquablement réalisables. Donc, je vais vous donner la technique. Il y a 5 clés, seulement 5 clés, mais vous allez voir, c'est 5 clés très puissantes. Et alors, l'intérêt aussi de l'objectif PNL, c'est qu'on ne travaille pas dans le contenu de l'objectif, mais dans sa structure. C'est-à-dire que même si votre objectif, c'est d'aller tuer votre voisin ou de faire un coup d'État, si vous respectez les 5 clés, vous pourrez tout à fait atteindre votre objectif. Et ce qui est bien en thérapie, c'est comme on travaille dans la structure de l'objectif, on n'a aucun jugement de valeur à porter sur l'objectif de la personne. Donc, par exemple, ça m'arrive quelquefois en séance de formation de faire des poses d'objectifs en aveugle. Donc, avec un cobaye qui vient à côté de moi, je dis voilà, on va poser ensemble ton objectif. Et à aucun moment, je saurai quel est ton objectif. Simplement, je vais t'amener à te poser toutes les questions qui font que ton objectif est à tenir la route. Et tu verras qu'ensuite, eh ben, que je sache ou pas de quoi on parle, ton objectif, il sera structuré. Et donc, c'est ce qui va se passer pour nous maintenant. C'est que je vais vous inviter à vous poser les bonnes questions pour votre objectif sans jamais savoir l'objectif que vous avez décidé de travailler ce soir avec moi. Et vous allez voir, que je le sache ou pas, on va faire un truc assez incroyable ensemble ce soir. J'espère que vous avez un bout de papier, un stylo, comme on avait dit en préparation de cette conférence, et puis on va y aller tranquillement. Donc, pour travailler cet objectif, d'abord, il faut que vous en ayez un. Et je vais quand même vous demander de faire l'effort pour ce soir, de ne pas choisir l'objectif de votre vie, le truc énorme, hein, de choisir un objectif relativement modeste pour qu'il puisse nous servir de démonstration pour que vous ne vous noyez pas dedans en cours de préparation en vous disant oh là là, j'ai visé trop gros, il faut que je revoie. Donc, un objectif, je ne vais pas dire non plus modeste, parce qu'on a le droit d'avoir des objectifs qui nous tiennent à cœur, mais un objectif dont vous pensez qu'il peut passer à notre moulinette de ce soir sans trop de difficultés. Voilà, donc j'espère que chacun d'entre vous a son objectif. Et on va ensemble le ciseler de façon à ce que cet objectif soit immanquablement réalisable. Donc, je vous donne la première clé pour un objectif réalisable. Il faut que cet objectif soit formulé positivement et précisément. Alors, formuler
positivement. Pourquoi? Tout simplement parce que notre inconscient ne conçoit pas le négatif. Imaginez par exemple que je vous dise: «Surtout, surtout ne pensez pas à une 2 chevaux verte». Vous l'avez vu ma 2 chevaux verte? Donc l'objectif ne pas n'existe pas dans l'inconscient. C'est pour ça que votre objectif doit être, formulé de manière positive. Je ne veux pas de ça, ça ne dit pas ce que je veux. On est d'accord? Donc première chose, vérifiez que votre objectif est formulé de manière positive. C'est-à-dire quand on vous pose la question: «Que veux-tu?» la réponse, elle est positive: «Je veux ça». Si jamais votre objectif vous était venu en négatif, posez-vous la question: «Comment ce serait si ça n'était pas ça?» justement. Heu, heu, je ne veux plus être émotive, par exemple, ce qui est un gros objectif, hein, quand même, mais il faut bien que je vous trouve des exemples. Je veux plus être émotive, eh bien, comment c'est ne pas être émotif? Bah, si j'étais plus émotive, je serais calme. Donc ton objectif et on reformule en entier, ton objectif, c'est d'être calme et là, vous pouvez répondre: «Voilà», vous pouvez dire: Non, ça m'arrange pas non plus» et on remet l'objectif en route. Voilà. Quel est votre objectif ce soir? Que voulez-vous? Et il y a des pièges parce que si je vous dis: «Je veux quitter Annecy», par exemple, je veux plus habiter à Annecy. Alors qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux quitter Annecy. On croit que c'est positif, mais quitter, c'est pas positif. Je veux perdre du poids, c'est pas positif, puisque c'est perdre, quitter, éviter. On a l'impression de faire des formulations positives, mais elles sont pas du tout positives. Je veux arrêter de fumer. Arrêter, c'est pas positif. C'est comment quand on arrête de fumer? Hein? C'est pour ça que certains objectifs sont extrêmement difficiles à poser parce qu'il faut trouver la formulation positive qui va remplacer votre sensation d'éviter quelque chose. Je veux plus habiter à Annecy, ben, où veux-tu habiter? Je veux quitter cette personne, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi? C'est comment être quitter cette personne? C'est être libre. Ben voilà, donc je veux être libre. Donc, premier point de votre objectif, hein, alors après vous le retravaillerez après la conférence, on ne va pas y passer la soirée non plus. Vous le savez, un objectif formulé positivement en vous méfiant des petits pièges comme quitter, éviter, remplacer, et cetera, perdre. Et puis, il faut aussi que votre objectif soit précis. Bonsoir Philippe. Donc un objectif précis, heu c'est quelque chose quand même d'assez facile à repérer. Je veux être riche, c'est quoi être riche? Je veux être heureux, c'est quoi être heureux? Donc c'est là où on va commencer aussi à rentrer dans les détails. Quand on se pose un objectif, plus on est précis, plus on va facilement l'atteindre. Donc, première clé, un objectif formulé positivement et précisément qui répond à la question: «Qu'est-ce que tu veux précisément?» Quand vous avez répondu à cette question, vous pouvez passer au stade de la pose d'objectif qui est de lui donner un contexte d'application extrêmement précis. Et le contexte d'application précis, vraiment le fait que votre objectif soit indexé, c'est où, quand, combien, avec qui. Vous voyez, des choses extrêmement précises. Voilà, je veux être riche, c'est combien d'argent être riche. Je veux être mince, c'est combien de kilos être mince. Donc, vérifiez votre contexte d'application. Euh, Combien, où, hein, quand je vous disais tout à l'heure, je ne veux plus habiter à Annecy, ça ne dit pas où je veux habiter, donc où est-ce que je vais habiter? Éventuellement, si c'est lié à avec votre objectif, avec qui? Avec qui? Par exemple, ça peut être adéquat de dire: «Ah bah, mon objectif, c'est donc d'être calme, donc où? Bah, au travail, par exemple, ou à la maison, ou partout, hein, aussi on a le droit d'avoir des objectifs ambitieux. Je veux être calme. Avec qui? Et ben, principalement avec mon patron, avec mes collègues ou avec mes enfants ou voilà. Dans quel contexte je veux que ça s'applique? Et la petite clé qui va vraiment être très précieuse, qui est une véritable formule magique, c'est quand. Je veux faire mon baptême je veux faire mon baptême de parapente. Super! Donc où?
Déjà, il faut savoir où est-ce que ça se fait un baptême de parapente. Donc, je vous donne une astuce au col de la Forclaz, par exemple, au-dessus d'Annecy, il y a une très belle aire d'envol pour le parapente. Donc, où est-ce que tu veux faire ton baptême de parapente? Ben, je veux le faire au col de la Forclaz. Quand? Ouh, ça se précise, hein. On est d'accord, quand on commence à dire quand, ça se précise. Le quand, c'est ce qui va remonter la minuterie. C'est vraiment très intéressant. Si je vous dis à telle date, je vais faire ci, je vais faire ça, entre maintenant et ma date, va se mettre en route cette espèce de compte à rebours. Et pour que vous compreniez bien à quel point le quand est précieux, puissant et sain, c'est la première question que vous pose un enfant quand vous lui faites une promesse. «Ah, si tu es sage, je t'offrirai une glace». Quand? Où? Les enfants, ils savent tout de suite, hein, aller au contexte d'application. «Maman, tu m'as dit que tu m'offrirais une glace. Quand? Quand est-ce que tu me l'offres, la glace?» hein. Donc le quand, c'est vraiment ce qui va remplacer un rêve flou, un jour, j'aimerais bien faire mon baptême de parapente, en un objectif beaucoup plus précis, l'été prochain, hein, donc après, plus vous êtes précis, mieux c'est. L'été prochain, mois de juillet, 15 juillet par exemple, je ferai mon baptême en parapente au col de la Forclaz. Vous voyez déjà à quel point ça précise les choses. Donc c'est la deuxième clé. Première clé, formuler positivement, répondant à la question qu'est-ce que je veux. Deuxième clé, ayant un contexte d'application très précis, où, quand, combien. Troisième clé, il faut visualiser son objectif, mais plus que le visualiser, se mettre dedans dans l'environnement sensoriel. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est le jour J, vous avez atteint votre objectif, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous vous dites, vraiment dans un espèce de contexte complet où vous vivez votre objectif. Donc, par exemple, si on revient sur mon baptême de parapente, que je ne ferai jamais, hein, je vous rassure, j'ai trop la trouille, je ne ferai pas de baptême en parapente. Mais il est pratique pour l'objectif. Baptême de parapente, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois le lac d'Annecy sous mes pieds, je vois les montagnes. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je ressens l'air sur les joues, je ressens le vide, la légèreté, le fait de flotter. Qu'est-ce que tu entends? Ben, j'entends les oiseaux, l'air, mon moniteur qui me dit ça va, tout va bien devant. J'entends mon dialogue intérieur qui dit ouais, ouais, tu l'as fait, super. Vous voyez, tout un contexte d'application. Alors, c'est très important parce que c'est le moyen d'être sûr qu'on a atteint notre objectif. Parce que, par exemple, si mon objectif, c'est d'être riche et que je ne fixe pas un plafond à un moment, etc., comment je saurais que je suis devenue riche? Si mon objectif, c'est d'être heureuse, alors je vous donne des objectifs un peu trop gros, mais si mon objectif, c'est d'être heureuse, comment je saurais que je suis heureuse? Si mon objectif, c'est d'être calme, comment je saurais que je suis calme? Eh bien, je saurais que je suis calme parce que je verrai les gens autour de moi être calme, j'entendrai ma voix posée, je ressentirai qu'à l'intérieur, je suis posée à l'intérieur de moi et que je suis stable, consistante, que tout va bien. Voilà. Comme ça, je saurai que j'ai atteint mon objectif d'être calme. Donc, se donner ce contexte d'application précis, il est hyper important. Et il est hyper important aussi pour vérifier que vous êtes OK avec votre objectif. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous faire comprendre. J'ai eu dans ma clientèle un monsieur qui voulait arrêter de fumer. Alors déjà, arrêter de fumer, c'était compliqué, donc c'était être libre, c'était respirer, c'était retrouver sa vie d'avant. Vous voyez, on a eu du mal à formuler son objectif d'arrêter de fumer et quand je lui ai dit: «Bah, voilà, on est le jour J, votre arrêt tabac a fonctionné, vous êtes libre, vous respirez et cetera. Comment vous vous sentez?» Et là, je vois mon client petite mine, tout malheureux. Je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Et ben, il se voyait, au milieu d'un cocktail. Alors à l'époque, en plus, on fumait encore beaucoup, je crois, parce que maintenant on fume plus dans les cocktails, mais à l'époque, il se voyait dans un cocktail, en train de se venger pendant les cacahuètes, donc tout le monde fumait, voluptueusement autour de lui, donc ça le mettait dans un état de stress, de dire: «Bah non, ça va être horrible ma vie de non-fumeur». Donc on a revu l'exercice, j'ai dit: «Non, il faudrait trouver une autre situation avec laquelle vous êtes heureux avec le fait d'être libre, de respirer et cetera». Et et il a trouvé une autre situation, c'est le matin d'ouvrir sa fenêtre, heu,
de respirer le bon air dehors, justement à plein poumon, d'avoir retrouvé tout l'odorat et cetera et il a conclu en disant: «Et ma brosse à dents qui fait plus la gueule quand je vais la rencontrer le matin». J'ai trouvé que l'expression était assez amusante. Donc voilà, là, il avait mis en place un contexte de réussite d'objectif qui était attractif parce que, l'objectif de se retrouver, tout seul, isolé et frustré au milieu d'un cocktail, c'était pas un bon objectif. Un autre objectif, une de mes clientes voulait, mincir. Alors là aussi, ça avait été compliqué, elle voulait perdre du poids, donc c'est quoi perdre du poids? Bah, c'est être raisonnable avec les nourritures. C'est quoi être raisonnable avec la nourriture? On avait beaucoup tourné en rond pour arriver à l'objectif et elle avait fini par dire: «Voilà, mon objectif, c'est de retrouver mon poids de je ne sais plus combien de kilos». Ça représentait, je crois, une perte de 12 kilos en 6 mois. C'était quand même, un objectif, voilà. Donc, OK, quand? Septembre, machin. Alors donc, qu'est-ce que vous voulez? Je veux peser ce poids-là. Quand? Dans 6 mois, en septembre. OK. Et ben voilà, on est le jour J, on est au mois de septembre. Vous pesez le poids que vous voulez, vous avez retrouvé votre minceur. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et cetera. Et là, je vois aussi ma cliente qui commence à patauger, à avoir un peu des bouffées d'angoisse et tout. Et en fait, la seule fois où elle avait atteint ce poids qu'elle estimait être son poids idéal, c'était en plein divorce et en pleine déprime. Donc, elle se voyait sur les marches du palais de justice en plein divorce avec l'envie de se jeter sous un bus. Donc, non, pas bon contexte d'application. Donc, on a revu la chose aussi. Donc, elle a repensé à une de ses petites jupes Vichy. Elle me disait: «Alors, septembre, je serai toute bronzée, je me vois avec toute bronzée dans ma petite jupe Vichy». Et là, waouh, je vois son visage qui s'éclaire. Je dis: «OK, là, le contexte d'application, il est positif, il est attractif, vous pouvez y aller». Et ça rejoint, pour ceux qui pratiquent, qui connaissent un petit peu, la visualisation créatrice, la pensée positive, la mise en route du secret ou voilà, tout ce qui permet de se mettre dans un contexte d'application attractif, mais aussi qui me donne la preuve que le jour où j'aurai atteint mon objectif, j'ai des moyens très concrets de vérifier que je l'ai atteint et d'être obligée quelque part de me dire: «Si tu l'as fait, tu l'as fait. Me raconte pas d'histoire, le job il est fait». Donc ça pourrait être par exemple pour moi, le moment où j'ai envoyé mon manuscrit à mon éditeur. Si tu l'as fait, voilà, telle date, le manuscrit, il est parti et je vois bien mail envoyé. Voilà, là, je sais que le job est fait, par exemple. Donc, se donner un contexte qui fasse que de manière indéniable, vous savez que vous avez atteint votre objectif. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux? Formuler positivement, précisément, le contexte, où, quand, comment, combien. Prends un temps pour te voir dans ton objectif par les 5 sens. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que j'entends? Les autres qui me disent: «Oh là là, qu'est-ce que tu as minci», ou «Ah dis donc, tu as meilleure mine depuis que tu fumes plus», ou voilà. Qu'est-ce que les autres me disent qui valide aussi le fait que j'ai atteint mon objectif? Moi, ça peut être un petit mail de mon éditeur qui me dit: «Bien reçu le manuscrit». Bon, bah, voilà, là, c'est objectif atteint. La quatrième clé pour atteindre son objectif, elle est aussi hyper importante. C'est de vérifier et alors là, soyez vraiment très attentifs, de vérifier que l'objectif dépend bien de vous. Je ne peux avoir d'objectif que ceux qui me concernent de A à Z. Par exemple, si mon objectif, c'est que mon mari arrête de fumer, c'est pas un bon objectif. Si mon objectif, c'est que mon patron me donne une augmentation, c'est pas un objectif, ça ne dépend pas de moi. Donc la question, elle est là. Est-ce que cet objectif dépend de toi? Si c'est oui, c'est un bon objectif, il dépend de vous et rien que de vous, c'est un bon objectif. Si ça ne dépend pas de vous, parce que c'est votre banquier qui devra vous dire oui pour le prêt, ou c'est votre mari qui devra prendre soin de sa santé, ou c'est votre patron qui devra décider si vous avez votre mutation ou autre, vous ne pouvez pas vous fixer cet objectif-là. Donc vous êtes obligé de revenir en arrière et de vous dire qu'est-ce qui dépend de moi dans cet objectif. Alors des fois, par exemple, une augmentation de salaire, ce qui dépend de moi, c'est de la demander. C'est pas de l'obtenir puisque c'est pas moi qui suis décisionnaire, mais ce qui dépend de moi, c'est de la demander. Donc dans ce cas-là, il faut revenir à la case départ. Quel est ton objectif? Mon objectif, c'est d'être bien préparé pour une demande d'augmentation de salaire et non pas: «Je veux une augmentation de salaire». Vous sentez la nuance? Mais ça vous oblige à revisiter tout votre objectif.
Qu'est-ce que tu veux? Je veux être prêt pour un entretien de demande de demande d'augmentation de salaire. OK, quand? Comment? Voilà. Jour J, tu te vois, mais on ne se voit pas avec la fiche de paye, on se voit face à son patron en train d'argumenter, de lui donner des chiffres, des preuves et de réclamer l'augmentation. Comment tu te sens? Ben, je me sens fière de moi parce que je suis en train de faire ce que j'avais décidé. Mais vous voyez à quel point, si je pars avec l'objectif obtenir une, une augmentation de salaire, je ne suis pas efficace, je suis à côté de mon objectif. Parce qu'en fait, dans mon objectif, il y a une partie qui dépend de moi et il faut que je me concentre sur cette partie-là et une partie qui ne dépend pas de moi, sur laquelle il faut que je lâche prise. J'ai besoin d'un prêt à la banque. Mon objectif est de demander un prêt à la banque. Mon objectif n'est pas d'obtenir que la banque me donne le prêt, c'est de monter un dossier. Donc, quel est ton objectif? De monter mon dossier de demande de prêt. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je me vois déposer mon dossier face à mon banquier qui me confirme que le dossier est complet. Je ne peux pas faire plus. Et donc, souvent, on perd énormément, énormément d'énergie avec des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Mais même en commercial, hein, j'ai formé pas mal de commerciaux. Il y a des commerciaux qui perdent leur temps avec une personne de la boîte qui ne sera de toute façon pas le décideur. Donc, il peut convaincre autant qu'il veut la personne que oui, oui, il faut qu'il s'achète le produit, qu'il est bien. Si la personne n'est pas le décideur, il perd son temps. Donc, qu'est-ce qui dépend de moi? Voilà. Sur quelle partie de mon objectif je dois me concentrer pour que mon objectif soit atteignable et soit bien mon objectif. Donc ça, c'est déjà la première partie, lâcher tout ce qui n'est pas moi. Donc si on revient, oui, mais quand même, j'aimerais bien que mon mari arrête de fumer. Ça ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui peut dépendre de vous, c'est d'oser lui en formuler la demande en disant, tu sais, moi, je m'inquiète pour ta santé. En plus, je trouve que ça pue dans la maison. Quand tu m'embrasses, j'ai l'impression d'embrasser un cendrier froid. Donc, voilà, je te formule ma demande que tu envisages, toi, d'arrêter de fumer, mais voilà, je ne vais pas te forcer. Euh, vous voyez à quel point on est à côté souvent de nos objectifs. Il m'appartient d'exprimer à mon mari que je m'inquiète pour sa santé, que j'aime pas ses baisers au tabac, que voilà. Mais l'arrêt tabac, c'est lui qui l'initiera. De bout en bout en plus. C'est vraiment, ça ne pourra être que son objectif à lui. Comme d'autres objectifs ne peuvent dépendre que de moi et je ne peux pas demander aux autres de s'y associer. Donc voilà, est-ce que mon objectif dépend bien de moi? Et là aussi, ça peut être un moment où on flotte un peu, euh, parce que je vais vous dire, oui, ça dépend de moi, et puis je vais commencer à me sentir super mal à l'aise. C'est arrivé une fois, alors c'était une belle histoire celle-là. On était en stage justement, et le dernier jour du stage où on se posait des objectifs, une de nos participantes au stage nous annonce, hein, c'était des cours du soir, donc on s'était déjà vu une dizaine de soirs, une dizaine de semaines qu'on se suivait, elle nous annonce qu'elle est enceinte. Et donc son objectif, c'était de préparer la chambre du bébé. Donc, on avait, voilà, quel est ton objectif? Ben, que la chambre du bébé soit prête quand il arrivera. Donc, où ben, dans la maison, c'est telle pièce. Quand? Eh ben, on espère avant la date de naissance prévue du bébé. Est-ce que tu peux t'y voir? Et là, on avait déjà tous remarqué qu'elle flottait un peu. Tu peux t'y voir. C'était pas précis son truc. Et quand on lui a demandé, est-ce que ça dépend de toi, l'objectif? Elle dit, bah, une partie, il faudra que mon mari paye, mais ça dépend de moi de décider. Et là, elle s'effondre et elle dit: «Mais j'ai pas les ressources. J'ai pas les ressources parce que je suis nulle en déco et je sais d'avance que dans ma tête, je vais avoir une idée, puis quand mon mari l'aura fait, ça sera moche et je serai déçue». Donc ça, c'est la deuxième question. Est-ce que ça dépend de moi? Et la deuxième question, c'est est-ce que j'ai les ressources pour atteindre mon objectif? Donc des fois, c'est oui, oui, ça dépend de moi et oui, j'ai les ressources, je sais très bien faire ce truc-là, je vais y arriver toute seule. Mais il y a des fois, ça peut être aussi oui, ça dépend de moi, mais je ne suis pas suffisamment renseignée, outillée, formée, etc. Est-ce que ça dépend bien de moi d'animer un Facebook Live? Oui, mais vous avez vu la dernière fois, il me manquait des ressources et donc heureusement que Nuno était à mes côtés pour m'aider à trouver le bouton pour cliquer sur direct. Donc, si Nuno est là ce soir, on avait dit qu'on se ferait un petit coucou, donc hein, j'ai assuré ce soir. Voilà, donc est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que j'ai les ressources? Et si je n'ai pas les ressources, où est-ce que je peux me les procurer? Donc, par exemple, pour revenir à
pour revenir à cette future maman, elle avait pas les ressources, elle se sentait nulle en déco et il m'avait dit: «Où est-ce que tu peux trouver les ressources?» Et elle avait réfléchi un moment, elle avait dit: «J'ai une de mes amies, elle c'est en déco, elle est extraordinaire. Chez elle, c'est magnifique. Je vais lui demander des conseils. Je vais lui demander de m'aider, mais je garde quand même la décision finale, c'est quand même la chambre de mon bébé, c'est quand même mon bébé, donc voilà, je vais utiliser les ressources qu'elle peut m'amener, mais je vais me les approprier, je ne vais pas la laisser faire à son dit, je ne vais pas déléguer mon objectif à quelqu'un d'autre. Donc voilà, est-ce que votre objectif dépend bien de vous? Sinon, quelle est la partie de vous qui dépend de vous? 2, est-ce que vous avez les ressources ou comment acquérir les ressources pour atteindre votre objectif? D'accord? Et donc, c'est là où les choses vont se corser. On est déjà à 4 étapes de notre objectif. Il est formulé positivement et précisément. Vous avez dit où, quand, comment, avec qui, etc. Vous l'avez visualisé, il vous a plu, hein, dans toute votre sensorialité, votre objectif était parfait. Je vous pose la question, est-ce que ça dépend de vous? Maintenant que vous l'avez un peu managé, il dépend de vous. Vous avez les ressources ou vous savez où trouver les ressources. Eh bien, c'est là où on va avoir la 5e clé qui va venir vraiment complètement, hem soit, montrer à quel point l'objectif n'est pas viable, soit au contraire finir finir, avec cet objectif, de le verrouiller et de le rendre puissant. Donc la dernière question, et c'est celle qui fait qu'on rate la majorité de nos objectifs, est: est-ce qu'il pourrait y avoir des inconvénients à atteindre mon objectif? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir des avantages à ne pas l'atteindre? C'est-à-dire d'apprendre à mesurer de manière très précise le prix de mon objectif pour ne pas générer une marée noire dans ma vie. Et donc, on appelle ça l'écologie de l'objectif. Un objectif, un changement, ça n'est jamais neutre. J'ai toute une écologie personnelle, une homéostasie, une paix familiale ou des avantages professionnels ou un équilibre de vie. Et qu'est-ce que cet objectif va venir modifier dans cet équilibre? Si je vous demande quels avantages y a-t-il à atteindre l'objectif, ça, tout le monde sait. Mais se poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir des inconvénients à l'atteindre ou est-ce qu'il pourrait y avoir des avantages à ne pas l'atteindre? C'est des questions qu'on a moins l'habitude de se poser et pourtant, elles sont vraiment primordiales. Donc, pensez à votre objectif et posez-vous la question, est-ce qu'il peut y avoir un inconvénient à atteindre cet objectif? Pour moi, ou pour mon entourage, hein. Je vis pas toute seule, je suis pas seule décide de reste. Donc je me souviens comme ça d'un monsieur qui était venu me voir. On lui faisait une proposition, heu, de boulot qui était super intéressante. Donc qu'est-ce que vous voulez? Bah, le poste y correspondait, quand, c'était tout était calé et cetera. Et là, c'était assez subtil parce que si on lui posait la question de lui à lui, est-ce que cet objectif, a des inconvénients? À titre personnel, pas du tout. C'était une promotion de carrière, une évolution, un challenge, enfin, au niveau personnel, c'était juste magique. Mais au niveau de son entourage, quand on repose la question: «Est-ce qu'il pourrait y avoir des inconvénients à atteindre cet objectif?» Au niveau professionnel, non, mais au niveau personnel, là, le gars, il a commencé à réfléchir et il m'a dit: «Effectivement, c'est bien de se poser la question parce que déjà avec le poste que j'ai maintenant, ma femme se plaint, que je m'occupe pas assez des enfants, qu'elle me voit pas assez, j'ai la soupe à la grimace souvent quand je rentre tard du boulot. Si je prends un nouveau poste, c'est quasiment sûr que là, je vais au divorce». Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient à atteindre cet objectif? Oui, pour ce poste mirobolant, eh ben, il y a risque de divorce et d'explosion familiale. Donc, après, vous pouvez dire: «Ah bah, c'est l'occasion, hein». J'ai pas d'avis, moral sur le sujet. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites et en conscience.
C'est-à-dire, s'il choisit de prendre ce poste, il sait les risques qu'il prend. Il peut aussi décider, par exemple, il peut dire oui, il peut dire non au poste, mais il peut aussi dire: «Je prends ce poste à condition d'être à 80 et d'avoir tous mes vendredis». Et dans ce cas-là, ça peut résoudre une partie de son problème. À la fois le challenge est intéressant, le poste nouveau est intéressant, mais en même temps, il a fait une concession à sa famille et il garde ses vendredis pour sa chérie, pour ses enfants, pour avoir des vrais week-ends ou par exemple refuser d'être en déplacement le vendredi, pour être sûr de rentrer le vendredi d'assez bonne heure pour avoir un week-end avec les siens. Voilà, le tout, c'est d'avoir cerné où est-ce qu'il pourrait y avoir un hic et un problème. Alors je vais reprendre les objectifs que je vous ai dit. Par exemple, la jeune femme qui voulait mincir, qui s'était visualisée d'abord dans un contexte assez difficile, puis ensuite dans un contexte tout joyeux avec sa jolie petite jupe Vichy et son bronzage d'été. Quand je lui ai demandé est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient, à atteindre le poids que vous voulez, avoir la minceur que vous voulez, immédiatement c'est oui et je dirais c'est un une écologie qui est liée à toutes les pertes de poids. Dès qu'on perd du poids, on retourne dans la dimension séduction et souvent quand on a pris du poids, c'est justement pour éviter d'avoir à gérer cette dimension-là. Donc une perte de poids en général vous ramène dans en plus c'est subjectif parce qu'il y a des gros qui sont vraiment appétissants, donc c'est dans la tête. L'idée que je suis gros donc moche ou je suis mince donc séduisant, mais l'entreprise de mincir, je me souviens d'un médecin nutritionniste qui disait: «Quand les femmes mincissent, les culottes rétrécissent». On retourne immédiatement dans la dimension séduction quand on mincit. Comment je vais la gérer? Et c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de gens, qui prennent du poids aussi pour protéger leur couple. Tant que je suis gros, je suis à l'abri dans mon couple. Si je redeviens mince, je redeviens séduisant, séduisante et je risque d'avoir je risque d'avoir des tentations à l'extérieur du couple. Donc c'est pas si simple. Après, on s'aperçoit aussi, par exemple, que les gros, dégagent quelque chose de très bienveillant, bonhomme, gentil. On pense souvent que les gros sont gentils et que les minces sont moins gentils. On pense que les gros sont beaucoup plus conciliants et que les minces sont un peu plus secs, et cetera. C'est des clichés, mais c'est des clichés dans lesquels effectivement il faut savoir après naviguer. Si j'ai perdu tout le poids que je veux et que tout le monde passe son temps à me dire: «Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Oh là là, qu'est-ce que tu as mauvaise mine». Merci les gars, merci. Ça va pas le faire non plus, donc toujours mesurer cette écologie. Il y a un prix à payer pour maintenir la situation comme elle est, pour changer la situation. Tout changement génère, voilà, des changements dans ma vie et c'est hyper important d'avoir cerné le prix à payer avant pour être d'accord avec ce prix au moment où on enclenche le changement. Ben, je vais vous montrer parce que ça, c'est un truc que je travaille, voilà, tellement souvent en séance et puis en plus, ça, je vous le fais à tous les stages. Regardez-moi ça. Ça, ah ouais, ouais. Un petit dessin que voilà, il n'est pas mignon mon dessin. Mon choix, son prix. Vous pouvez le dessiner aussi. Chacun de mes choix, comment je vais pouvoir me débrouiller? Enfin, on va faire comme ça. Chacun de mes choix, ça a l'air d'être bon. Chacun de mes choix a un prix. Quand je suis contente, c'est que je suis connectée au choix. Quand je râle, c'est que je suis connectée au prix. C'est aussi simple que ça. Chacun de mes choix a son prix. Et donc, dans cette écologie, c'est le moment de mesurer quel est le choix, quel est le prix. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des choix, le prix, on le paye comptant, donc on dit oh, c'est cher. Puis il y a des choix, on ne se rend pas compte que le prix, on le paye à crédit et qui c'est encore plus cher. Il y a des fois, on n'est même pas conscient qu'on a le choix et que le prix qu'on paye, c'est parce que c'est notre choix. Je vais prendre un exemple très concret pour que vous compreniez de quoi je parle. Le fait de travailler dans la fonction publique, ça peut être pour certains un choix de sécurité. Donc, hein, mon choix, travailler dans la fonction publique pour, heu, pour avoir la sécurité et le prix, eh ben, c'est toute l'ambiance de la fonction publique, la façon dont on est promu, la façon dont on travaille, les collègues qu'on se tape et cetera et souvent les gens me disent: «Mais non, j'ai pas le choix, je peux pas quitter la fonction publique». Bah si, vous pourriez.
Être dans la fonction publique est un choix qui a un prix, quitter la fonction publique est un autre choix qui a un autre prix, être gros est un choix qui a un prix, être mince est un autre choix qui a un autre prix. Voilà. Faire son baptême en parapente est un choix qui a un prix, hein, et le prix du baptême en parapente, c'est de passer par-dessus ses peurs, hein, comme le saut à l'élastique ou ce genre de choses. Donc chacun de mes choix a un prix et ça nous ramène au fait qu'on a toujours le choix et ça, c'est quelque chose qui est dérangeant. J'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix. Alors les gens me disent: «Mais non, j'ai pas le choix, il faut bien que je travaille, sinon, je vais me retrouver sous les ponts». Mais je dis: «Mais il y a des gens qui se retrouvent sous les ponts, donc ils ont bien fait le choix». Mais non, c'est pas un choix. Mais si, chacun de mes choix a un prix, mais je peux pas abandonner mes enfants. Donc je réponds très provocatrice: «Bah si, il y a des gens qui font le choix d'abandonner leurs enfants». Il y a plein d'enfants qui sont justement, qui sont à l'assistance publique, donc il y a bien des gens qui font le choix d'abandonner leurs enfants. Mais je peux pas abandonner mes enfants. Si vous pouvez, abandonner vos enfants est un choix qui a un prix, ne pas abandonner vos enfants est un autre choix qui a un autre prix. Et plus on raisonne comme ça, plus on redevient le pilote de sa vie au lieu d'en être le passager. Et donc c'est vraiment important de se remettre en phase avec le fait que voilà, nous sommes dans une écologie. Je me suis bâti une vie avec un environnement, géographique, des gens qui m'entourent, un travail, des avantages, des inconvénients et cetera. Tout ça, c'est un milieu, écologique, bio, avec sa biodiversité et cetera et que quand je veux changer un élément dans cette biodiversité, il faut que j'ai conscience de ce que ça va modifier dans tous mes paramètres pour pouvoir l'accepter. Voilà et en l'occurrence, pour cette jeune femme qui avait découvert qu'elle allait retourner dans la dimension séduction, je lui avais dit: «Comment vous allez pouvoir gérer ça?» Et elle m'avait dit: «Il faut vraiment que je me méfie, je travaille dans un environnement très masculin et comme je suis la petite grosse au milieu d'eux, souvent je m'en tire en étant encore plus salace qu'eux et à faire des blagues cul qui les font rougir jusqu'aux oreilles. Donc ils me fichent la paix parce que, je suis la bonne grosse copine. Mais si je redeviens mince, mes blagues cul, elles auront plus du tout la même connotation au niveau séduction. Donc elle avait décidé que finalement au travail, elle serait, beaucoup moins graveleuse, beaucoup plus sobre et peut-être un peu plus froide et un peu distante avec ses collègues, à partir du moment où elle retournerait dans cette dimension séduction, pour pas qu'ils se sentent sollicités par elle. Mais, après on a travaillé ensemble sur l'objectif, ça n'a pas été si simple. Et c'est rarement très simple de retourner dans la dimension séduction quand on s'en est absenté. Voilà, vous avez donc 5 clés pour un objectif réalisable et il y a un moyen mémotechnique très simple puisque 5, c'est comme les 5 doigts de la main. Vous pouvez tout à fait au niveau mémotechnique, donc par exemple en stage, je fais dessiner la main sur une feuille de papier pour remettre en face des doigts. Les 5 doigts de la main. Première condition, objectif positif, comme le pouce, c'est OK. Deuxième doigt, c'est l'index, hein, qui donne un index, un contexte, où, quand, comment, avec qui, etc. Ensuite, vous avez le majeur. Évidemment, je vous entends penser, hein, hein, puisque je dois ressentir mon objectif. Est-ce que je le ressens bien? Je vous attendais, je vous ai devancé. Mais on peut aussi dire de manière plus élégante que l'environnement sensoriel d'un objectif, c'est majeur. Voilà, c'est plus chic, hein, quand même. Donc, formuler positivement, contextualiser, ressenti. L'annulaire, c'est est-ce que je suis mariée avec mon objectif? Parce que, hein, s'il dépend de moi, c'est que je suis mariée avec. Et mon petit doigt est simplement mon écologie. Qu'est-ce que me dit mon petit doigt par rapport à cet objectif? À quoi faut-il que je fasse attention? Et donc là, vous avez le moyen mémotechnique, formuler positivement, contextualiser, ressenti. Je suis mariée avec mon objectif et mon petit doigt m'a dit que c'était OK, on pouvait y aller. Quand on a passé les 5 étapes, l'objectif, il s'atteint, mais tout seul. C'est exactement comme si vous l'aviez programmé dans votre ordinateur. Vous appuyez sur la touche entrée et tout se met en route.
même en dehors de votre champ de conscience. Et un jour, vous vous retrouvez quelquefois, vous n'y avez plus pensé à votre objectif et un jour, vous vous entendez en train de dire ce que vous vous étiez promis que vous diriez, pour, le jour où ça serait atteint et vous entendrez dire: «Ouais, ça y est, je l'ai fait, mais je m'étais dit que je dirais ça le jour donc c'est bon, mon objectif est atteint, mon objectif est atteint». Voilà, vous avez les 5 clés. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un petit peu votre fil de discussion pour répondre à vos questions et ensuite je vous donnerai une petite clé supplémentaire pour que votre objectif, soit encore plus attractif. Donc je reprends votre fil de discussion pour voir tout ce que vous m'avez dit. Ah, c'est dans l'autre sens, c'est hanté machin. Alors, oui, Christelle, la loi d'attraction peut rejoindre complètement, la loi d'attraction peut complètement rejoindre la troisième partie de l'objectif, qui est le fait de visualiser, de ressentir, de vivre l'objectif. Mais ça marche pour tout. Par exemple, j'ai fait du training de sportif, hein, dans mon travail de coaching. Et un sportif, en général, ne peut atteindre son objectif d'être sur le podium qu'en s'étant visualisé sur le podium. C'est-à-dire, si je ne me suis pas vue sur le podium avec ma médaille autour du cou, il ne se passera rien. C'est pour ça que beaucoup de sportifs français ont le syndrome du quatrième. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. J'ai failli être sur le podium, je suis juste à côté. Parce qu'il y a un moment donné, entre mon envie de réussir et ma peur d'être déçue si je rate, il faut que je choisisse. C'est soit je continue à chouchouter mon envie de réussir, soit je prends soin de ma peur d'être déçue si je rate. Et donc, si je ne me visualise pas pleinement dans mon objectif, je ne l'atteindrai pas. Donc cette étape, elle est hyper importante. Donc ça, je l'ai fait travailler. Je me souviens, c'était un jeune cycliste qui avait des temps de vélo, mais juste incroyables à l'entraînement et qui ferait toutes ses compétitions. Et quand je lui ai proposé de se visualiser, je dis, alors moi j'essaie de me dire, un cycliste, il fait le lever de la victoire sur la ligne d'arrivée. Ça, est-ce que vous pouvez vous visualiser en train de faire le lever de la victoire sur une ligne d'arrivée? Il dit, oh là là. Je dis, mais alors, au moins sur le podium, en train de taper la bise aux hôtesses avec le bouquet de fleurs dans les bras. Alors, il a eu du mal au début, et puis finalement, il y est arrivé à se visualiser en train de faire le lever de la victoire. Il avait les temps qui allaient bien à l'entraînement, il n'y avait pas de raison. Et se visualisant sur le podium, et le dimanche d'après, il m'a envoyé les deux photos par mail. La photo où il passait la ligne d'arrivée avec les bras en V et c'était un pote qui l'avait pris, et la photo aussi où il avait été pris sur le podium avec son bouquet de fleurs et les deux hôtesses. Donc, oui, ça ressemble beaucoup à la loi d'attraction et c'est vraiment important de réaliser ça. Est-ce qu'il vaut mieux prendre soin de votre peur d'être déçu si vous ratez ou de votre envie de réussir? Ben moi, j'ai envie de vous donner la réponse suivante. Que vous y ayez cru à 100 ou seulement à 50, vous serez déçu de toute façon si vous ne l'atteignez pas. Donc partez avec l'idée que ça va marcher. Il sera bien temps de prendre soin de vous si vous devez être déçu. De toute façon, je serais déçue pareil que j'y ai cru ou pas, hein. Faut pas se leurrer. Dans un coin de ma tête, je le voulais. Donc même si j'ai pris soin de ma peur d'être déçue, je suis déçue pareil. Donc voilà, visualiser ça à fond et oui, dans ce cas-là, on s'approche beaucoup, beaucoup de la loi d'attraction. Ah, vous êtes en train de discuter les uns les autres? Alors, je vois. Heu, oui, oui, évitez les éditions à codateur. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis assez d'accord sur cette petite phrase. Alors, je reprends un peu le fil et pour voir vos questions. Alors, c'est vrai, Nadège, des fois, c'est interpellant le fait que les gens n'ont pas d'ambition, n'ont pas d'objectif, se laissent porter par la vie, et dire: «Bah, mais vous avez envie de les secouer, mais bouge-toi, fais un truc et tout». Mais, c'est pas un crime, hein. On a le droit aussi de profiter de sa vie, on a le droit, d'avoir atteint un palier sur lequel on est bien. On n'est pas tous, tout le temps en train de demander aux autres d'être en croissance. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé intéressant dans un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle La méthode 10-10, comment perdre 10 kilos et vivre 10 ans de plus.
Et l'auteur donnait sa définition de l'amour qui est pour lui, souhaiter que les gens, aillent vers leur meilleur, grandissent, évoluent et cetera et que les gens qui ne souhaitent pas que vous évoluiez vers votre meilleur ne vous aiment pas. Donc depuis, j'ai fait mes petits tests. Dès que vous parlez à un pense trop d'amour, bah oui, la définition de l'amour, c'est vouloir que l'autre, il évolue vers son meilleur, il soit en croissance et cetera. Mais si vous prenez l'amour version normaux-pensante, les normaux-pensants, ils vous souhaitent juste d'être qui vous avez envie d'être, ils ne vous demandent pas d'être quelqu'un d'autre. Ils s'en fichent si vous n'avez pas envie de grandir, vous n'avez pas envie de grandir, ils vous aiment comme vous êtes et je trouve que c'est un amour qui est aussi noble que l'amour qui souhaite voir l'autre en croissance et en évolution. Le problème, c'est que souvent, les normaux-pensants nous imposent leur amour qui refuse notre évolution et que nous voulons leur imposer notre amour qui les pousse aux fesses vers une évolution. Fichons-nous mutuellement la paix. On grandit si on veut, si on a envie voilà, si on a envie de changer, on change. Si on n'a pas envie de changer, on ne change pas. Euh, Là encore, mon objectif, il est à moi. Si mon objectif, c'est d'être tranquille, hein, donc quand est-ce que tu vas être tranquille? Bah maintenant, hein. Et comment tu vois ça? Ben voilà, des apéros le week-end avec mes voisins, un petit barbecue tranquille, des vacances à la mer. Moi, ça me va bien. Eh ben, personne n'a le droit de juger ça. Hein. Donc, si vos proches n'ont pas envie de bouger, ben, fichez-leur la paix. Hein. Alors, moi, j'ai de la peine avec ce concept, car pour moi, c'est de la vantardise, comme ceux qui s'imaginent vivre au bord de la mer alors qu'ils n'en ont pas du tout les moyens. Alors, euh, c'est pas de la vantardise. Hein. C'est pas de la vantardise. C'est s'autoriser à sortir du précaré de nos interdits. Alors, du coup, c'est moi qui me disperse un peu parce que je vois des questions intéressantes, j'ai pas fini de répondre à celle-là. Si par exemple, je me fixe comme objectif, on va reprendre dans l'exemple, le fait de faire un baptême de parapente. J'ai intérêt à apprivoiser un peu quand même l'idée que je vais être en l'air, etc. Donc, si je me visualise en baptême de parapente, hein, en train de flotter dans le vide avec l'air sur les oreilles, mon moniteur, etc., en quoi je suis vantarde? Je me suis juste fixé un objectif et je l'apprivoise. Euh, on a le droit de souhaiter ce qu'on veut. Qui a le droit de dire que ce que vous souhaitez pour vous-même, c'est bien ou c'est pas bien? Il n'y a que vous. Donc, non, non, il n'y a aucune vantardise. Ben, on va reprendre un exemple que je connais bien. Écrire un livre. En quoi le fait que je me visualise en train d'écrire un livre ou en train de finir un manuscrit, hein, parce que je vous rappelle que la partie de l'objectif qui m'appartient, c'est d'écrire le manuscrit, hein, c'est pas de signer à la place de l'éditeur. Donc mon objectif n'est pas d'être édité, l'objectif d'être édité, c'est à l'éditeur qu'il appartient. Mon objectif à moi, c'est d'avoir écrit un manuscrit. En quoi je suis vantarde d'avoir envie de mettre des trucs par écrit et d'en faire un manuscrit? En quoi je suis vantarde de vouloir faire un potager, par exemple, et de me visualiser avec un super potager, avec plein de trucs qui poussent, et moi toute contente au milieu, en train de servir une soupe à mes copains en disant c'est que du légume du jardin. Il faudra revoir ta définition de la vantardise quand même. Hein. Alors, est-ce que ces clés vont m'aider à ne pas procrastiner? J'imagine que oui, oui, Laurence, tout à fait. Non, c'est pas la cinquième clé qui va t'aider à ne pas procrastiner, c'est la seconde avec le fameux quand. Parce que le quand fonctionne vraiment comme un minuteur. Si je vous dis l'été prochain, j'aurais fait ça, dans un coin de ma tête, tout mon mental, tout mon inconscient se programme pour que ce soit fait au printemps prochain, que ce soit fait l'été prochain. Donc voilà. Heu, oui, c'est une croyance limitante, je suis d'accord. Le fait de considérer que d'avoir des objectifs ambitieux, c'est de la vantardise. Mais ça, c'est certainement des programmations d'enfance. C'est impressionnant et j'en parle dans mon livre «Je pense trop», comment les adultes cassent les rêves des enfants. C'est effrayant. «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand?» «Bah, moi, je voudrais être pilote d'avion». «Bah, dis donc, c'est pas avec les notes de maths que tu as que tu pourras être pilote d'avion». Et poum, on saccage les rêves des enfants. Ah, mais bon, ça fait faire trop d'études. Ah, mais il faut être plus intelligent que ça. Ah, mais il faut avoir des sous.
et on bazarde tous les rêves. Alors, on incite les gens à dire leurs rêves, après on leur saccage. Donc déjà, il faut apprendre à se taire, et parce que il n'y a aucune vantardise. Si c'est de moi à moi dans ma tête que je me fixe des objectifs ambitieux, et puis après, oui, sortir des interdits, de déployer ses ailes. Je vous invite pour ça à relire le discours de Nelson Mandela, dont je sais, donc dans son discours, il dit le texte d'une autre dame dont j'ai oublié le nom, mais si vous tapez discours de Mandela, investiture à la présidence d'Afrique du Sud en 94, vous allez tomber sur le texte qui dit, mais c'est OK, nous sommes puissants au-delà de tout, et nous restreindre ne sert pas le monde. C'est pas parce que je replie mes grandes ailes et que je fais pas d'ombre aux autres que je sers le monde. Si j'ai des grandes ailes, il faut au contraire que je m'autorise à les déployer complètement et à faire que mes battements d'ailes servent encore plus que celles du papillon. Voilà, voilà. Oser se dire je suis fière hein, de manger sainement, ouais. Mais oui, il y a de quoi être fier parce que ça demande, il y a un prix à payer pour tout et le chemin vers une alimentation saine, eh ben, c'est un chemin courageux, méritoire aussi quand on voit au début comment on se heurte à son entourage. Oh, tu vas quand même boire un coup. Eh ben non, je bois plus d'alcool. Ah, tu vas prendre une cacahuète. Ben non plus, mais tu sais, un verre d'eau, ça ira bien. Oh là là, t'es plus drôle depuis que. Hein, on a des sacrées pressions hein, et là on la voit l'écologie de l'entourage qui n'a pas envie de nous voir minces, qui n'a pas envie de nous voir en bonne santé et qui se sent remis en cause dans ses choix personnels par les nôtres. Donc tout ça, c'est le prix à payer. Alors être enceinte, ça ne dépend pas uniquement de nous. Donc effectivement, Eva, effectivement, Eva, ça n'est pas un objectif atteignable tout seul. On est bien d'accord. Par contre, beaucoup s'entraîner avec un partenaire, ça, oui, ça peut faire partie de tes objectifs. Hein. Je vais beaucoup m'entraîner pour être sûr qu'un jour, je réussirai à faire un bébé. Alors, je vérifie les autres. Je ne sais pas comment je fais défiler mon fil. Il y a des trucs qui sautent et j'ai l'impression que je rate des questions parce que là, j'en ai plus beaucoup. Alors, pourrions-nous développer la clé du numéro 5, l'exemple de l'arrêt tabac? Alors, oui, avec plaisir. Donc, dans l'arrêt tabac, parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'arrêt tabac. Qu'est-ce qui prend mon imprimante là? Dans l'arrêt tabac, l'écologie de l'objectif, je vais vous en donner un que j'ai vécu personnellement quand j'ai arrêté de fumer. Enfin, il y en a plusieurs que j'ai vécu quand j'ai arrêté de fumer, je les ai découverts après. Quel inconvénient il pourrait y avoir à se libérer de la cigarette? Eh bien, vous allez gagner énormément de temps. Je vous explique, je fumais un paquet par jour et on peut considérer qu'en moyenne, grosso modo, une cigarette, c'est 10 minutes. Même si je fume en pianotant sur mon clavier, j'ai qu'une main, je suis beaucoup moins efficace hein, quand je fais les trucs d'une main, quand je les fais avec les deux. Donc, tout le temps que je fume, je suis beaucoup moins efficace, donc je perds du temps. Et puis souvent, vous connaissez les fumeurs. Ah, tu fumes une clope? Bah, je m'en rallume une. Bah, attends, on va y aller. On traîne au téléphone parce qu'on vient de rallumer une clope. Donc, et au fait, ta belle-mère, en fait, on s'en fiche, c'est juste pour finir la clope. Enfin, voilà. On perd beaucoup de temps à fumer. Et donc, moi, personnellement, à 10 minutes par cigarette, à un paquet de cigarettes, j'ai récupéré 200 minutes, c'est-à-dire pratiquement 3 heures. Et donc, et alors, le cumul, il est extrêmement rapide. Tu récupères 3 heures la première journée, plus 3 heures la deuxième, puis 3. Et donc, je me suis retrouvée avec énormément de temps libre, mais des trous de temps, pas des. Si j'ai 2 heures devant moi, eh ben, je vais commencer un truc, mais c'est des trous de temps de 10 minutes dans mon emploi du temps. Or, que fait un fumeur qui a 10 minutes à perdre? Eh ben, il allume une clope. Donc, je me retrouvais coincée dans mon système. Quel va être l'inconvénient? Donc, après, j'ai vraiment pu le travailler avec ma clientèle. Vous allez arrêter de fumer, vous récupérez minimum 2 heures et demie, voire 3 heures de temps par jour et vous allez vous retrouver dans votre emploi du temps avec des trous de 10 à 20 minutes par moment. Comment vous allez gérer ça? Et donc, ben, je vous donne un exemple encore très personnel. Pourtant, c'est vieux. Hein, j'ai arrêté de fumer il y a plus de 20 ans, mais c'est resté très vif. Le matin au petit déjeuner, je fumais 2 clopes. Donc, je perdais 20 minutes. Mais il me fallait bien 20 minutes pour émerger avec ma tasse de café, mais j'avais vraiment la tête dans le seau.
D'ailleurs, bizarrement, quand j'ai arrêté de fumer, j'avais plus la tête dans le seau. Bizarre, hein? J'étais bien réveillée le matin, j'avais plus cette espèce de terrible. Donc, en étant près de 20 minutes plus tôt, je me retrouvais complètement déroutée, c'était pas l'heure de partir au travail et cetera. Donc qu'est-ce qu'on fait de 20 minutes? On n'a pas le temps de commencer un truc vraiment. Eh ben, figurez-vous que c'est un jour un de mes clients qui m'a donné le truc, puisque je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit: «Vous allez quand vous allez arrêter de fumer, vous allez retrouver des trous de temps. Réfléchissez à comment vous allez utiliser ces trous de temps». Donc je vous donne l'astuce parce qu'elle est juste géniale et que ça marche aussi pour les non-fumeurs. Il dit: «Avant d'arrêter de fumer, j'ai fait le tour de la maison avec un petit calepin et j'ai noté toutes les petites bêtises en attente. La plainte à recoller, l'ampoule à changer, la prise de courant à revisser, le machin, le truc, et cetera». Donc, il a fait toute une liste de tous les petits machins qui prenaient 5 minutes, mais qui étaient en suspens parce qu'on a toujours enfin, fumé sa clope que de s'activer. Et donc, et donc, c'est comme ça que lui, quand il a arrêté de fumer, dès qu'il avait un trou de temps dans son emploi du temps, hop, il se mettait à faire autre chose et il dit: «J'ai rattrapé tout le retard à la maison». Ma femme, elle est super contente. Depuis le temps qu'elle me disait de réparer ci, de réparer ça, de planter le cadre et tout, tout est fait. Et comme après on se réhabitue à avoir du temps, à être zen et à faire autre chose, c'est plus un problème. C'est vraiment pour, on va dire, les 15 premiers jours, les 3 premières semaines où ces trous de temps sont déroutants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la cigarette peut avoir une fonction dans notre vie. Et en l'occurrence, la cigarette a pour fonction, heu, elle a souvent une fonction de récompense. C'est pourri, hein, parce que quand on y réfléchit, obliger quelqu'un qui a fait un truc bien à fumer, en lui disant: «Tiens, c'est ta récompense, c'est bien fait pour toi, tu as bien fait ça, mets-toi du goudron plein les poumons», quand on sort du truc. Mais pour les fumeurs, voilà, j'ai fait la vaisselle, je mérite une petite clope, j'ai fini ma compta, je mérite une petite clope. Et donc, cette fonction de récompense, c'est notre petite touche de dopamine. Donc, il faut trouver une autre façon de se récompenser et si possible, pas alimentaire, sinon, voilà. C'est si je remplace les clopes par un bonbon ou un carré de chocolat, à la fin de mon arrêt tabac, je suis énorme. Donc, comment je peux me récompenser autrement et est-ce que j'ai réellement besoin de ce réconfort ou est-ce que je suis devenue comme une otarie à faire onk, onk, onk sans arrêt pour avoir ma clope. C'est oh là là, j'ai fait la vaisselle, je mérite une clope. Oh là là, j'ai fait ça, je mérite une clope. Alors qu'il n'y a pas de mérite à faire la vaisselle ou finir sa comptabilité et j'ai pas besoin de récompense non plus dans ma vie. Donc tout ça, effectivement, hein, dans le numéro 5 de l'arrêt tabac, voilà, l'écologie, faire attention au temps qu'on gagne, faire attention à la fonction de la cigarette dans notre vie. Et puis, souvent aussi, la cigarette, on l'apparaît de toutes les vertus. Elle me calme, elle me réveille, elle me tient compagnie, elle me donne une contenance, etc. Donc, tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Comment je vais garder ma contenance? Est-ce que j'ai réellement besoin d'une clope pour me calmer? Parce qu'en fait, la clope, elle ne calme que les fumeurs, elle calme pas les non-fumeurs, etc. Donc, mais bon, on pourrait faire toute la soirée sur l'arrêt tabac. C'est pas le plus amusant des objectifs, c'est pas le plus simple non plus. Voilà, donc, alors je compte réaliser un tableau de visualisation pour voir aboutir mes projets. C'est ouais, c'est une super méthode ça, les tableaux de visualisation où on met dessus, tout ce qu'on a envie d'atteindre et des images qui le symbolisent. Ça, alors là, on est vraiment effectivement dans la pensée créatrice, et cetera. Alors, c'est quoi le secret? Le secret, c'est un livre qui est un best-seller qui explique ou qui fait croire, on peut être dans la pensée magique, on peut être dans la réelle création mentale, etc. Moi, je m'en fiche du moment que ça marche. J'adore la pensée magique si elle marche. Donc, le livre, c'est un livre, Le Secret, c'est aussi un film qui dit que tout ce que vous visualisez se réalise et que plus vous y mettez de l'intention et de l'énergie, plus ça se réalise. Le problème, c'est que c'est dans les deux sens. Plus je mets d'énergie dans mes peurs, plus elles risquent de se matérialiser. Plus je mets d'énergie dans mes objectifs positifs. Donc voilà, c'est un livre que moi j'ai bien aimé, qui m'a bien aidé en son temps, puis après je suis passée à autre chose. Voilà, qui suis-je pour décider de ce que l'autre doit devenir? Oui, attention à ne jamais avoir, vous n'avez pas à avoir des intentions et des objectifs sur les autres. Voilà, voilà. Alors, je suis gênée de l'avouer, mais je partage, peut-être une personne pourra m'aider. Je souffre de boulimie et j'ai replongé de plus belle avec le contexte sanitaire.
Comment formuler positivement? Je ne veux pas avoir de crise. Alors, la boulimie, c'est un gros, gros objectif quand même, hein. C'est pas le petit objectif, je voudrais faire mon baptême de parlement. C'est presque un objectif de vie, la boulimie. C'est une immense souffrance, c'est une immense souffrance. Donc moi, je serais tentée de dire, ça vaut le coup de se faire aider et notamment de se faire aider par un hypnothérapeute. Et je ne sais pas dans quelle région tu es. Est-ce que tu veux bien mettre dans quelle région tu es? Parce que, par exemple, à Annecy, il y a Séverine qui fait de l'hypnose. En Bretagne aussi, j'ai quelques noms à te donner, mais après, je ne sais pas, ça dépend du coin. Euh, ouais, la boulimie, c'est un gros morceau quand même, hein. Donc vivre sans boulimie, c'est avoir un rapport sain à l'alimentation, et d'ailleurs pour la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, ça a commencé comme ça. Bon, bah, on va se fixer un objectif simple pour la démonstration. Je dis: «Qu'est-ce que tu veux?» Elle me fait: «Je veux plus être boulimique». Voilà. Bonjour pour l'objectif simple. Je dis: «Alors, si on applique ça, comment ce serait de plus être boulimique?» Elle me dit, elle a mis le temps à le réfléchir, et cetera. Au bout d'un moment, elle se pose, elle me dit: «Ce serait avoir une alimentation normale». Je dis: «Donc ton objectif est d'avoir une alimentation normale?» Je reformule et là, elle me dit: «Non». Pardon? Bah non, je ne peux pas avoir une alimentation normale, j'ai 12 kilos de trop, tant que je ne serai pas mince comme je veux, je ne peux pas avoir une alimentation normale. Donc on a repris l'objectif, perdre du poids et cetera, mais sa fonction boulimique était quand même, hein, pour la petite histoire, j'ai parlé de ses collègues, et cetera. Il y a un jour où elle s'est sentie un peu en danger, au bureau parce que justement, les jeux de séduction avaient bougé dans son contexte masculin, même si elle était plus sobre, et cetera, elle avait eu le malheur de se mettre en jupe. Et le soir même, elle a refait une crise de boulimie à la maison. Donc il y a toute une écologie derrière la boulimie qu'il faut soigner. Je t'encourage vivement à te rapprocher d'un bon hypnothérapeute. Ce genre de trucs qui ne sont pas faciles à gérer tout seul. Alors, le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser, dit l'abbé Pierre. Oui, ça se dit de plein de façons et j'adore ça. Moi, je le dis de la façon suivante: celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc, il faut arrêter effectivement d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur du non et s'autoriser à essayer en disant au moins, c'était Jacques Brel aussi qui disait ça, hein, qu'il valait mieux. Qu'il valait mieux avoir raté que de ne pas avoir essayé et que c'était, et on peut même aller plus loin. Si vous réussissez tout ce que vous entreprenez, c'est que vous vous fixez des trop petits objectifs et toc. Si vous n'avez pas quelques échecs à votre actif, c'est que vous avez toujours visé trop bas. Donc voilà, le plus grand échec, c'est de ne pas avoir d'échec dans sa vie. Moi, alors voilà, on a vu ça. OK, bah, Aurélie, oui, je te le souhaite d'être enceinte rapidement et je pense qu'il y a un aspect aussi où l'idée d'accueillir un bébé, fait partie du processus, mental et cetera. Hem, alors, la baisse ou l'augmentation de l'objectif avant de l'avoir atteint est-il envisageable? Je comprends pas cette question. Je comprends pas. Heu, voilà, je comprends pas cette question-là. Hem, un objectif alors, voilà, hein, vous avez les 5 clés. Votre objectif, il est positif, il est contextualisé, et cetera. 2 petits trucs supplémentaires, et là, vous allez voir qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Question subsidiaire: quel sera le premier pas vers mon objectif? D'accord? Quel sera mon premier pas vers l'objectif? Et ça fait un sous-objectif. Ben, mon premier pas vers le sous-objectif, ce sera d'appeler, les baptêmes de parapente au col de la Forclaz pour avoir les tarifs, les horaires et prendre rendez-vous. Donc quel est mon objectif? Je veux téléphoner au centre de parapente. Quand? Demain, hein, est-ce que tu peux t'y voir? Oui, je suis au téléphone, et cetera. Donc et c'est bon, je tremble pas encore au téléphone et je m'entends, voilà, je me sens déterminée et je prends rendez-vous.
etc. Est-ce que ça dépend de moi? Oui. Écologiquement, bah, je me pousse aux fesses là. Donc le prix à payer pour atteindre l'objectif d'avoir téléphoné, c'est que j'enclenche quelque chose. Ouais. On reprend sous objectif. Parce que ça, c'est un principe PNL. Comment est-ce qu'on mange une baleine? Eh bien, on la mange bouchée après bouchée. Vous ne pourrez pas l'avaler tout entière. Donc, découpez vos objectifs en sous-objectifs et plus un objectif est petit, plus il est facile à mettre en place dans votre emploi du temps et plus il est écologique aussi, hein. Passer un coup de fil, c'est beaucoup moins engageant que, voilà. Même si les pensereaux ont parfois l'impression de jouer leur vie sur un objectif. Maintenant, je vais vous donner une dernière clé. Donc, je vais vous inviter simplement à revisualiser la partie 3. Nous sommes le jour où vous avez atteint votre objectif. Ça y est, c'est le jour J, votre objectif est atteint et vous êtes dans votre contexte sensoriel où vous voyez cet objectif, il est atteint, vous dites ouais, super, Christelle a raison, ça marche. Vos copains vous disent ouais, c'est formidable que tu l'aies fait, etc. Vous êtes dans ce contexte-là. Et je vous invite simplement à vous dédoubler et à aller placer ce moi qui a réussi dans votre futur et de le regarder au loin. Euh, voilà, on est aujourd'hui en train de poser l'objectif et là-bas sur votre ligne du temps, vous voyez le moi qui a réussi, qui est en train de se réjouir avec ses potes ou qui est en train de faire la danse du scalp parce que ouais, 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 j'ai réussi, etc. Vous voyez votre moi futur qui a réussi l'objectif. Vous êtes devant lui, vous le voyez au loin, qui vous fait un petit signe de la main et qui vous dit à bientôt. Voilà. Et ça, se voir dans le lointain, ayant réussi à voir que le moi futur est en train de m'appeler en disant je t'attends, viens vite. C'est comme un aspirateur qui vous tire vers votre objectif. Voilà, je vous ai donné toutes les clés qui vont vous permettre maintenant de réaliser toutes vos bonnes résolutions. Et au lieu de vous dire en janvier l'an prochain, ah c'est vrai, en janvier j'avais prévu ça, puis j'y ai plus pensé. Là, vous savez que si ça vous tient à cœur, avec cette moulinette des 5 clés de l'objectif bien formée, vous allez pouvoir mettre en place des objectifs atteignables. Et donc, vous allez vraiment pouvoir maintenant mesurer vos progrès, découper votre baleine, vous faire votre politique des petits pas à pas, etc. Et ça serait intéressant d'ailleurs qu'on se revoie en janvier l'an prochain pour faire le point sur tous les objectifs que vous aurez pu atteindre pendant cette année 2021. Alors, pour ceux qui ont raté le début ou autre, la vidéo, elle devrait être en ligne. C'est Facebook qui la met en ligne quand on l'a fini. Mais j'ai aussi prévu, vous savez, mon petit article sur mon site qui s'appelle Le Grain à moudre et que je vous propose maintenant tous les mois. Euh, il sera en ligne normalement dès demain et ce sera un article qui résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc, avec tous les mécanismes de pose d'objectifs, comme ça, vous en aurez une trace écrite. Si vous avez besoin d'un petit résumé, il sera là, il sera écrit, il sera prêt demain. Et puis, je vous rappelle que pour cette année et d'ici le mois de juin, je vous ai prévu 6 journées de formation en webinaire. Et la première a lieu samedi 16 janvier. Je retrouve mes trucs. Voilà. Samedi 16 janvier, je vous ai prévu un webinaire sur la gestion des émotions. Il reste des places, vous pouvez encore vous inscrire sur mon site en allant sur agenda et cliquer sur inscription. Et ensuite, je vous en ai prévu 5 autres en février, en mars et en avril sur l'affirmation de soi. Affirmation de soi simple en février. Affirmation de soi sur décoder, contrer la langue de bois plus faire hypnotiser par les discours creux. Ça, c'est en mars. Et en avril, vraiment un training à faire face aux manipulateurs et à plus du tout se laisser manipuler. Et les 2 derniers, en mai et en juin, c'est sur la surefficience mentale. En mai, on va travailler sur le tyran intérieur et sur le faux self, comment libérer son vrai moi du faux self et comment licencier son tyran intérieur. Et là, en juin, ce sera sur l'hypersensibilité, comment gérer son hypersensibilité. Vous avez tout ça sur mon site. Et les inscriptions sont actuellement ouvertes pour tous ces ateliers auxquels j'espère évidemment vous retrouver.
Voilà, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, vous avez dû le sentir à vous raconter tout ça, parce que j'ai vraiment une passion pour la PNL. Je trouve que c'est des outils, voilà, simples, concrets, efficaces, qui marchent. Quand on a compris comment ça marche, un objectif bien formé et qu'on l'applique, mais bêtement, qu'est-ce que je veux? C'est faire positivement, précisément, quand est-ce que je vais le faire, etc. Ça nous dégage le terrain. Voilà, et ben, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Euh, Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous, de voir que vous êtes là. Je vous aime, je vous embrasse. Alors, certains encore plus que d'autres. Jérémy, Thomas, Christine, Eva, double Christine. J'ai deux Christine que j'aime. Et puis, tous les autres avec qui j'ai tant de plaisir à échanger sur Facebook. Euh, c'est un vrai bonheur de vous avoir comme lecteur, comme ami Facebook. Je vais juste vérifier vos dernières réflexions pour être sûr que j'ai pas raté de questions. Euh, voilà. Euh, alors, pourriez-vous nous expliquer comment se passe un webinaire? Ben, à peu près comme un Facebook Live, sauf que je vous donne un lien Zoom pour que vous puissiez vous connecter. Alors que là, sur Facebook, c'est open bar. Avec le webinaire, je vous donne le lien quand vous êtes inscrit, etc. On sera en petit comité de toute façon, hein, ça va être des webinaires premium. On ne sera pas très, très nombreux. Donc, on aura nos petites caméras. Vous pouvez brancher votre caméra si vous voulez ou ne pas brancher la caméra si vous préférez rester anonyme. Il y aura aussi un petit chat sur le côté où vous pourrez poser vos questions, mais vous pourrez les poser en direct live. Et on travaille toute la journée, 9h, midi, 9h30, midi et demi, 13h30, 16h30. Ça fait quand même 6 heures de formation sur le thème qu'on a dit. Alors, vous verrez à côté de moi, il y aura un PowerPoint sur lequel je fais défiler les trucs. Je vous enverrai un document de stage pour que vous puissiez suivre. Et à peu près comme cette conférence, je vous explique des trucs, on fait des exercices. Alors, les exercices, eh ben, effectivement, là, on est obligé de les faire tout seul à la maison. Sauf si on arrive à motiver des copains, des copines pour être plusieurs devant la caméra et faire les exercices ensemble. Voilà, est-ce que j'ai répondu à la question sur le webinaire? Euh, on a fait ça au mois de novembre au pied levé puisque le stage à Morges s'était annulé. Et ma foi, j'ai été vraiment étonnée de voir à quel point, malgré le fait qu'on ait par caméra interposée, ça avait été quand même convivial et à quel point on avait quand même pu bien communiquer. C'est sûr qu'il manque les câlins, les bisous, mais on a quand même pu se faire des sourires et échanger plein de chauds doudous. Merci Jérémy de m'avoir écouté. Je suis ravie que tu étais là et j'ai hâte de venir te voir. Je compte les jours. Normalement, peut-être au mois de mars, je vais pouvoir venir. Voilà, voilà. Bon, eh bien, on a vraiment plein de choses à cogiter pour ce soir, les clés pour l'objectif. Et puis je vous dis, ben, pas ce samedi, mais un samedi prochain pour ceux qui viendront au webinaire sur la gestion des émotions. Et puis à un autre Facebook Live, je ne sais pas encore quand, pour tous les autres. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir.